Bonjour, nous allons commencer le webinaire Outils Egonet. Quelques mots d'introduction avant de laisser la parole à Hélène Garin et Pablo Niquez. Voilà, au nom de toute l'équipe du CREFSI, nous vous souhaitons la bienvenue. Et vous êtes donc une centaine à être inscrits au webinaire et nous vous remercions. Nous vous remercions aussi de l'intérêt que vous avez pour les différentes actions menées par le CREFSI, dont le webinaire de ce jour, intitulé Egonet, donc une intervention pour cartographier, évaluer et travailler le réseau du support social des bénéficiaires des services d'accompagnement et de santé mentale. Quelques mots sur le CREFSI des Hauts-de-France. Il est animé par deux valeurs, le respect des libertés fondamentales des personnes en situation de handicap psychique et la nécessité de rendre notre société beaucoup plus inclusive, de par les difficultés pour les personnes en situation de handicap psychique à développer leur vie relationnelle et sociale. Ainsi, via ces différentes missions, ayant pour objectif de fluidifier le parcours de vie des personnes concernées et de lutter contre la stigmatisation, l'équipe du CREFSI des Hauts-de-France est attentive aux initiatives, aux projets innovants, répondant aux besoins des personnes concernées et aux attentes des partenaires issus des champs sanitaires, social, médico-social et autres champs relevant du droit commun. Emploi, logement, citoyenneté, formation, etc. En ce sens, nous vous convions à une présentation du webinaire de l'outil Egonet, un réseau de support social. Celui-ci sera présenté par Hélène Garin, chercheuse, et Pablo Niquez, manager du projet, sous la direction académique de Vincent Laurent, qui n'est pas aujourd'hui parce qu'il est en déplacement professionnel. Cela va durer à peu près une heure. Et vous aurez la possibilité d'échanger avec Hélène Garin et Pablo Niquez à l'issue via les questions-réponses pendant une demi-heure environ. Puis il y aura des retours d'expérience sur l'utilisation de l'outil Egonet qui seront développés par l'équipe de structures alternatives d'accueil spécialisé, SAS de Vendin-le-Vieil, et l'équipe de services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, le SAMSA, et service d'accompagnement milieu ouvert, SAMO de Calais, accompagnés donc de Madame Bourri, personne concernée, bénéficiant du suivi par le SAMO de Calais, qui témoignera de son expérience avec Egonet. Puis de nouveau, il y aura un temps qui sera dédié aux échanges avec les équipes, toujours via des questions-réponses, pendant la dernière demi-heure. Alors, avant de laisser la parole aux intervenants, encore quelques informations. En fin de session, nous vous remercions de bien vouloir remplir le questionnaire de satisfaction qui vous a été envoyé par mail, ce qui nous aidera à améliorer l'organisation des futures journées. Et le webinaire sera enregistré et mis ultérieurement sur le site du CREFSI, ce qui vous permettra de le revisionner ou de le revoir si vous n'avez pas pu assister ou seulement de manière partielle. Bon webinaire. Je vous laisse la parole, Hélène et Pablo. Merci. Je vais peut-être prendre la parole alors avant de véritablement démarrer. Je vais aussi présenter notre équipe et puis je vais remercier le CREFSI de nous avoir invités pour la deuxième fois, puisque nous avons déjà eu l'occasion de présenter cette intervention en présentiel. Je crois que c'était l'année passée, ma mémoire me fait défaut, mais il me semble bien que c'était l'année passée. Ce qui a permis à certaines équipes de se saisir de l'outil, de le mettre en œuvre. Et donc, c'est la deuxième partie du webinaire que nous entendrons aujourd'hui. On entendra le retour et nous sommes aussi fort intéressés d'écouter leur expérience de mise en pratique. Et donc, Egonet est un outil qui a été développé par une équipe à l'Université catholique de Louvain, à Bruxelles, en Belgique, qui est dirigée par le professeur Vincent Laurent, qui donc est absent aujourd'hui car il est en année sabbatique. J'ai eu le plaisir de manager ce projet parmi d'autres au sein d'une équipe qui s'appelle Mental Health Service Research. C'est donc une équipe qui est centrée sur l'étude de l'organisation des soins de santé mentale et de psychiatrie. Et donc, dans cette équipe, nous avons un chercheur qui maintenant a terminé son doctorat, qui s'appelle François Weingarten, qui a travaillé sur la question du réseau de support social des usagers de la psychiatrie. Je vais évidemment expliquer tout de suite de quoi il s'agit plus en détail. Mais à la suite de ces travaux,
nous avons pensé qu'il était utile et intéressant de développer une intervention et une application qui permettait d'étudier et de travailler autour de ce concept de manière plus interventionnelle, plus clinique. C'est donc ce projet qui a été financé par la région bruxelloise, qui a fonctionné pendant 3 ans, qui nous a permis de développer cette intervention que je vais vous présenter maintenant. Et donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran et vous expliquer donc de quoi il s'agit. Voilà, donc comme j'étais en train de vous le dire, le projet Egonet a été développé avec des équipes donc par l'Université catholique de Louvain, l'Institut de recherche santé et société où nous travaillons, avec la collaboration de hautes écoles de la région bruxelloise, ainsi qu'avec le soutien de Epsilon, qui est un réseau de services de soins psychiatriques à Bruxelles, Brusano, qui est une plateforme qui regroupe des services sociaux et des services de santé en région bruxelloise, et avec le soutien d'Innoviris, qui est le département de soutien à la recherche de la région bruxelloise. Voilà, Madame Trine vous a expliqué comment la journée va se dérouler, enfin la matinée va se dérouler, donc je vais passer au-delà de ceci et je vais rentrer dans le vif du sujet. Alors, si vous êtes un peu sensibilisé aux problématiques des personnes, aux thématiques des personnes qui ont des problématiques de santé chroniques, complexes, des problèmes de santé mentale ou psychiatrique ou d'autres vulnérabilités sociales, vous n'êtes pas sans savoir que ces personnes cumulent en général des difficultés à la fois de santé mentale, d'intégration sociale diverses et variées. Et en ce qui concerne le public plus particulier des usagers des soins de santé mentale de la psychiatrie avec lesquels nous travaillons le plus souvent, on sait que seule une minorité d'entre eux a accès à un emploi. Selon les études, cela varie entre 10 et 20% des populations. On sait que ces personnes ont relativement peu de contacts sociaux. Par exemple, dans une étude que nous avons menée encore récemment, on voyait que seuls 32% de ces personnes déclaraient avoir eu un contact au cours de la semaine qui précédait avec une personne proche. La majorité d'entre eux, 64% dans cette même étude, vivent seuls, donc vivent isolés. On sait qu'en ce qui concerne les personnes qui ont des problèmes de santé mentale et psychiatrique, un certain nombre d'entre eux, un tiers d'entre eux, seront hospitalisés dans l'année. Et puis, dans cette étude, on utilisait un indicateur d'intégration sociale qui permet donc de voir dans quelle mesure les personnes sont intégrées socialement forcément et autonomes dans cette vie sociale. Alors, c'est un score qui est un maximum de 6, mais enfin, tout un chacun qui est normalement intégré socialement aurait un score sur cette échelle de 6 ou de 5 sur 6. On voit que le score en moyenne chez ces personnes est de 3 sur 6, ce qui indique un niveau d'intégration sociale extrêmement faible. Alors, le réseau de support social, c'est un des moyens, c'est une des ressources essentielles. On peut parler aussi de capital social. C'est une des ressources essentielles que nous avons tout un chacun pour nous intégrer socialement. Alors, quand je dis tout un chacun, un réseau de support social, on en a tous un. Qu'est-ce que c'est le réseau de support social? C'est l'ensemble des personnes qui sont dans notre entourage et qui interagissent entre elles ou qui interagissent avec nous pour nous apporter du soutien, du support social. Alors, je me permets 2 petits mots de jargon parce qu'on va les utiliser encore souvent. Quand on étudie le réseau de support social d'un individu, on a tendance à parler de ego quand on parle de l'individu qui est l'objet central de ce réseau, et les acteurs qui sont autour de lui, les personnes qui sont autour de lui ou d'elle, qui peuvent offrir du réseau de support social, on les désigne par le terme de alter. Je disais donc,
Un réseau de support social, on en a tous un. Ce sont nos proches, notre famille, nos amis, nos voisins, nos connaissances et aussi les personnes avec lesquelles on interagit sur le plan professionnel ou son médecin, son avocat, son boucher, enfin tout ce que vous voulez. Ce sont toutes les personnes qui forment votre entourage social et qui sont dans une certaine mesure susceptibles de vous apporter à un moment donné ou à un autre du support. Le réseau de support social permet d'offrir plusieurs formes de soutien. Premièrement, le réseau de support social, c'est une ressource essentielle de soutien émotionnel. Chacun sait que quand on a une petite difficulté dans la vie, qu'on a des soucis, des tracas, on peut en parler à des gens autour de soi, son compagnon, sa compagne, les gens de sa famille, ses amis proches. C'est une écoute, c'est un moyen de se confier et c'est un moyen de voir que on partage quelque chose avec les personnes qui sont autour de soi. Mais c'est aussi une ressource importante de soutien matériel. Le réseau de support social, bien évidemment, ce sont des personnes qui peuvent aussi apporter de l'aide pratique quand on a besoin, évidemment, de manière matérielle au sens le plus strict. On peut se faire prêter de l'argent, on peut se faire prêter une voiture ou un logement ou des choses plus importantes, mais c'est aussi du petit soutien matériel. On peut se donner, se prêter des petits objets, du sel quand on cuisine, etc., etc. Donc, c'est une ressource de soutien matériel et de service. Enfin, parfois c'est un peu moins pris en compte, mais c'est une ressource importante de soutien cognitif. Avoir un réseau de support social, c'est évidemment un moyen de comprendre le monde que l'on a autour de soi. On en parle, on en discute, on obtient des informations de la part des autres, on obtient des opinions différentes, des points de vue différents. Ça permet aussi pour les personnes qui ont des problèmes de santé, d'avoir des ressources en matière de connaissances, de services existants ou de personnes qui sont susceptibles d'aider sur le plan professionnel. Donc, c'est aussi une ressource importante pour tout ce qui est de l'ordre de la compréhension, du cognitif, du savoir, de l'information. Alors, matériellement, le réseau de support social, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les individus que l'on a autour de soi. Cela peut être des proches, des membres de la famille, des amis, des voisins, des gens du quartier, des connaissances que l'on a. Ça peut aussi être des professionnels, bien évidemment, des médecins, des psychologues, des travailleurs sociaux, des infirmiers, surtout quand on a des problèmes de santé chroniques ou des problèmes sociaux, on est entouré d'un certain nombre de professionnels. Et puis, ça peut être des individus, mais ça peut aussi être des groupes, des services, des institutions qui offrent donc ces différentes formes de soutien. Pourquoi a-t-on pensé qu'il était utile et intéressant de mieux cerner et de pouvoir travailler à la question du réseau de support social des individus? Pour plusieurs raisons. La première de ces raisons, c'est que l'intégration sociale est une dimension prioritaire, essentielle pour les personnes qui souffrent de problèmes chroniques sévères ou complexes. Vous savez sans doute que pendant de nombreuses années, dans les milieux professionnels qui s'occupaient de ces personnes, on a eu tendance à considérer que le support social était un accessoire qui permettait de renforcer peut-être la mise en place de traitements médicamenteux ou de traitements psychothérapeutiques et permettait de faciliter un certain nombre d'autres démarches, mais en réalité, depuis maintenant plusieurs décennies, on sait que l'intégration sociale, la réhabilitation sociale, le rétablissement personnel, ce sont des dimensions qui doivent être au cœur des éléments qui sont à prendre en charge pour aider les personnes qui ont ce genre de problématiques. On sait que
la réussite d'un traitement, la réussite d'un parcours de vie et d'un parcours de prise en charge passe par le fait de pouvoir accéder à un logement le plus indépendant possible, d'avoir des ressources. Et à ce niveau-là, le fait d'accéder à un emploi est quelque chose d'extrêmement important. Pouvoir accéder à des relations sociales, j'ai pris le temps d'expliquer en quoi elles sont essentielles pour une grande intégration sociale, et pouvoir avoir des activités sociales. Ce sont les 4 dimensions basiques, je dirais, de l'intégration sociale, avoir accès à ces 4 domaines. Et le réseau de support social est un moyen important, majeur, pour pouvoir accéder à ces différents biens, si je peux dire, employer ce terme pour ces dimensions sociales. On sait par ailleurs que le réseau de support social des usagers, alors je parle ici plus particulièrement des usagers de la santé mentale et de la psychiatrie, mais c'est vrai pour la plupart des personnes qui ont des problèmes chroniques complexes, invalidants, les personnes qui ont forcément des problèmes au niveau social, les personnes âgées dépendantes également, les personnes handicapées. Le réseau de support social de ces personnes est plus vulnérable que celui que l'on trouve en général dans la population. Alors, il y a beaucoup d'études sur le réseau, les réseaux de support social des individus. Elles ne vont pas toutes dans le même sens. C'est parfois un peu difficile de les synthétiser. Mais de manière globale, on sait quand même que les réseaux de support social des personnes qui ont un moins bon niveau d'intégration sociale sont en général plus petits en termes de nombre d'individus, en nombre d'altères que l'on peut trouver dans ces réseaux. Sont également des réseaux qui sont moins diversifiés. On y trouve… Alors, pour expliquer ça, c'est peut-être plus facile que j'explique souvent ce qu'on trouve dans la population générale. Hélène va revenir beaucoup plus en détail sur cette dimension. Mais dans le réseau de support social d'un individu moyennement intégré dans la société, en général, on a un certain nombre de personnes de proches de la famille ou des amis proches. On a en plus un réseau qui est constitué de quelques professionnels. On se fait tous aider par, on a un médecin, on peut avoir, comme je disais tout à l'heure, un avocat ou des personnes de cet ordre-là, un notaire, que sais-je. Et puis, on a donc les proches, les amis, les membres de la famille. Et parmi les amis, en général, on dispose de 2 ou 3, parfois plus, cercles sociaux différents. Par exemple, on a les amis d'enfance qu'on a conservés, les amis de l'école. On a les collègues que l'on fréquente au travail. On peut avoir un hobby et donc avoir les amis que l'on connaît à travers ces hobbies. On fait du théâtre, on fait du sport et on a les amis qui viennent de ce milieu. Et en général, ces cercles sociaux ne se mélangent pas totalement. On peut évidemment avoir des individus que l'on va partager dans plusieurs de ces cercles, mais ces cercles ne se mélangent pas totalement. Ce qui a pour effet qu'on a 3 ou 4 sphères sociales différentes et qui sont autant de ressources sociales différentes, puisqu'en général, ce sont des milieux avec des centres d'intérêt différents et des personnes aux caractéristiques différentes. Et donc, ça permet d'avoir une certaine solidité dans son réseau de support social, puisque si un individu vient à manquer dans un cercle ou que l'on perd les contacts avec un certain milieu, on a en général d'autres milieux de substitution et on garde des contacts sociaux. On sait que chez les personnes qui ont des problèmes de l'ordre de ce dont on est en train de parler aujourd'hui, on sait que non seulement les réseaux sont plus petits, mais ils sont moins diversifiés. Ils ont plus de personnes proches de des personnes membres de la famille, plus de professionnels et en général moins d'amis. Ce sont des réseaux qui sont plus denses parce que ce phénomène des différents cercles sociaux dont je viens de parler existe relativement peu.
en général, toutes les activités que l'on peut avoir se déroulent autour d'un même ensemble d'individus que l'on va partager pour toutes ces activités. Donc, en général, les personnes ont des réseaux qui sont composés de quelques individus qui sont relativement tous en interaction les uns avec les autres, mais sans offrir de diversité sociale, avec moins de cercles sociaux, avec aussi plus d'altères isolés, c'est-à-dire des personnes qui sont en contact avec égaux, mais qui ne sont pas en contact avec d'autres personnes dans le réseau. Et ça a pour effet de rendre ces réseaux plus fragiles. Si on perd le contact avec un individu, on perd rapidement le contact avec tout un pan de son réseau de support social. Troisième bonne raison de s'intéresser au réseau de support social, eh bien, c'est ce que j'énonçais déjà tout à l'heure. Le réseau de support social, c'est une dimension essentielle du rétablissement personnel. Et le rétablissement personnel, on sait aujourd'hui que c'est le mécanisme par lequel la prise en charge des personnes qui ont des troubles de santé mentale ou des troubles chroniques et complexes, c'est la dimension qui est essentielle pour être le moteur de tout un parcours de réinsertion, de traitement et de pouvoir vivre une vie digne et la plus autonome possible malgré les difficultés que l'on rencontre. Vous savez sans doute que dans ce domaine, il y a des interventions qui existent et qui ont été validées depuis de nombreuses années. Les plus connues, celles qui sont beaucoup commentées dans la littérature scientifique, c'est ce qu'on appelle en anglais le Individual Placement and Support, qui est une intervention de support à l'accès à l'emploi en milieu, disent les Américains, en milieu compétitif, mais c'est-à-dire un emploi comme tout un chacun, pas un emploi dans un environnement protégé. Vous avez en France des services à Lille, notamment, vous avez les Athétiques qui travaillent sur cette philosophie des programmes d'insertion dans l'emploi et de soutien individualisé. Il y a également des interventions qui sont très connues, qui sont fort développées, qui s'appellent Housing First en anglais ou Chez soi d'abord, qui sont des interventions qui permettent de rendre l'accès au logement indépendant à des personnes qui sont en situation de difficulté. Le logement étant, comme le nom l'indique, Housing First, étant considéré comme un premier pas clé pour permettre d'autres types d'interventions et d'autres formes de traitement. Par contre, on s'est rendu compte qu'il y avait relativement peu d'interventions et certainement peu d'interventions qui ont été évaluées et validées dans la littérature qui permettent aisément de mobiliser les ressources sociales d'un bénéficiaire en matière donc de support social, matériel, cognitif et émotionnel. Et donc, le projet Egonet est né aussi de l'idée qu'il y avait là quelque chose à développer autour de cette thématique. Enfin, quatrième bonne raison de s'intéresser au réseau de support social des usagers, c'est bien évidemment que le réseau de support social, ce sont des ressources mobilisables qui permettent de replacer l'usager, le bénéficiaire, le patient, vous appelez ça comme vous voulez, au centre de son processus d'accompagnement et de soins, de l'impliquer de manière active dans ce processus d'accompagnement et de soins, de personnaliser aussi l'accompagnement. Vous savez bien que dans ce type de situation, chaque individu a sa propre histoire, chaque individu a sa propre situation. Et il est donc important de pouvoir comprendre quelle est la place de cet individu dans son propre environnement social, qui n'est pas celui d'un autre. Et puis enfin, le réseau de support social, c'est aussi un moyen de faire circuler de l'information et de pouvoir partager l'information nécessaire avec les personnes appropriées, les personnes bien placées pour offrir du support social à l'individu central de la manière la plus efficace possible. Enfin, ça permet
à l'usager et aux proches de cet usager de travailler sur la question des relations sociales. Et on le verra, Hélène en parlera aussi, mais on a un grand nombre de témoignages maintenant qui montrent à quel point les usagers se préoccupent de leurs relations sociales, ou en tout cas prennent conscience de l'importance de ces relations sociales dans leur existence. Je vais maintenant donc passer la parole à Hélène qui va vous expliquer de manière plus pratique, je dirais, en quoi consiste Egonet et comment ça fonctionne. Merci Pablo. Je vais prendre le relais au niveau du partage d'écran. Alors, est-ce que vous voyez bien mon PowerPoint? Il n'est pas en mode ouais. diaporama. Voilà. Comme ceci? Super. Alors, donc voilà, Pablo vous a tout Hélène, là je vois l'écran que toi tu as, où tu vois la slide suivante. Donc la slide que tu présentes étant plus petit, tu devrais pouvoir présenter ceci. Voilà, parfait. Parfait, super. Bien, donc comme je m'apprêtais à le dire, Pablo vous a présenté les raisons pour lesquelles nous sommes intéressés à ce réseau de support social. Alors, c'est bien de s'y intéresser, mais comment on peut faire pour le capturer, pour passer de cette image concrète qu'on a dans nos têtes de notre réseau à une image, de l'image un peu vague qu'on a dans notre tête de notre réseau à une image plus concrète. Alors, un moyen qui n'est pas nouveau, qui date de 1945 avec Jacobs Moreno, sauf erreur de ma part, est de réaliser un sociogramme. Alors, un sociogramme, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est une carte, en fait, du réseau de support social, au centre duquel va se trouver l'usager, autour de qui on place tous les membres de son réseau. Alors, dans le cadre d'une carte de réseau de support social, on inclut les personnes qui offrent de l'aide. Celles qui n'offrent pas d'aide ne sont pas incluses dans la carte. Et entre ces personnes, on va dessiner les liens d'échange, c'est-à-dire les liens de communication, d'interconnaissance entre égaux, donc entre l'usager, le bénéficiaire et chacun des membres de son réseau. Et les liens également entre les membres de ce réseau-là qui ne passent pas forcément par l'usager qui se trouve au centre. Alors, Pablo vous a un peu parlé de la composition des réseaux. Je pense que vu le nombre, c'est un peu compliqué de vous faire ouvrir votre micro et d'interagir, donc je vais répondre aux questions que j'avais prévu de vous poser. Mais donc, il y a, en termes de composition, Pablo vous a dit, les réseaux des bénéficiaires en fait, des services sont en général plus petits, c'est-à-dire qu'il y a moins de membres, il y a moins d'altères dans les réseaux. Les réseaux sont également moins diversifiés. Je vous rappelle, on rencontre souvent plus de gens de la famille, moins d'amis et plus de professionnels de santé. Il y a également moins de cercles sociaux. Ça, c'est ce qu'on constate quand on parle de la composition des réseaux. Une autre caractéristique du réseau qu'on peut aussi investiguer, qu'on peut étudier, c'est leur structure. Et ce que Pablo vous a dit à propos de la structure, c'est qu'en général, les réseaux étaient plus denses. C'est-à-dire que les liens entre les membres du réseau sont nombreux, sont présents, et donc le réseau va être très connecté, on va l'appeler à ce moment-là très dense. Alors, il y a une chercheuse française qui s'appelle Claire Bidard, qui, je pense, exerce dans l'université de Aix-Marseille, si je ne me trompe pas, qui s'est intéressée au réseau de la population générale française. Donc, elle a fait une étude longitudinale pendant une quinzaine d'années, où elle a interrogé des jeunes Français à plusieurs reprises, avec plusieurs années d'écart, et elle a cartographié leur réseau, un peu comme on fait ici dans notre outil. Et ce que vous voyez à l'écran là, ce sont les résultats qu'elle a obtenus. Donc, Claire Bidard a obtenu 6 types de réseaux différents d'un point de vue structurel, donc sans regarder la composition. Et je vous en présente ici 4. Alors, le premier type de réseau que Claire Bidard a rencontré, c'est celui qu'elle a appelé Regular Dense. Alors, ici, il y a une carte de réseau. Pour ceux qui ont bien observé, vous verrez en fait que Ego ou l'usager ou la personne focale, comme l'a dit Pablo, n'est pas représenté dans la carte. Ce que vous avez, chaque petit point, c'est un membre du réseau et les liens entre eux, c'est qui communique avec qui ou qui connaît qui.
Et donc, dans ce type de réseau qu'on appelle Regular Dense, on a une grande composante. On voit que le réseau, ici, il y a un groupe où tous les petits points sont reliés entre eux. Donc, tout le monde semble connaître tout le monde dans ce sous-groupe. Ça peut évoquer, par exemple, le groupe de la famille, où tout le monde communique avec tout le monde. Et puis, vous voyez que le reste du réseau est quand même plutôt bien connecté. Donc, on se trouve ici face à un réseau dense. Donc, un premier type de réseau dans la population française, c'est le réseau d'une grosse composante, plutôt très connecté. On peut aussi l'appeler parfois un petit monde. Le deuxième type de réseau que Claire Bidard a rencontré dans la population, c'est le réseau qu'elle a appelé Center Dense. Donc, vous allez avoir un réseau où la densité, donc les connexions entre les personnes sont plutôt nombreuses. La densité est assez élevée. On le voit aussi ici, particulièrement dans cette grande composante où il y a beaucoup de gens qui sont tous très connectés. Vous voyez, on ne voit quasiment plus les liens sur le graphe. Mais outre cette densité forte et la présence de cette composante et d'autres composantes ici en périphérie, vous avez également une personne centrale qui n'est pas l'usager, qui n'est pas égaux, mais qui est ici, par exemple, un conjoint. Donc, c'est une personne qui, comme la personne au centre de ce réseau, qui, comme égaux, en fait, connaît tous les autres membres du réseau d'égaux. Bien souvent, c'est le rôle d'un conjoint ou d'un parent, d'un aidant naturel, dans beaucoup de situations de personnes qui ont des problèmes de santé. Il y a souvent un aidant naturel comme ça qui connaît quasiment tout le réseau d'égaux et qui, du coup, interagit beaucoup avec les composantes, les différentes parties du réseau. Un quatrième type de réseau que Claire Bidard a trouvé dans la population française, c'est celui-ci qu'elle a appelé Center Star. On retrouve à nouveau des composantes, vous voyez ici, qui sont plutôt connectées entre elles, donc un petit sous-groupe de famille ou un groupe d'amis où tout le monde connaît tout le monde. On retrouve une autre composante ici qui est un petit peu plus étalée, moins connectée. On retrouve à nouveau une personne centrale qui peut être un conjoint, un aidant naturel. Et on retrouve ici aussi en plus des personnes qu'on va appeler intermédiaires, c'est-à-dire des personnes qui vont connecter deux mondes différents. Vous avez cette première composante ici qui est reliée à cette deuxième composante-là grâce à ces deux personnes en fait qui font le lien entre les deux. Et donc, si notre individu au centre du réseau était quelqu'un avec des problèmes de santé, ce qui serait intéressant, ce serait d'avoir cette composante familiale ici sur laquelle elle peut compter, qui peut lui fournir des tas de ressources, mais aussi d'avoir cette composante, imaginons par exemple deux professionnels de santé, deux professionnels du secteur social, peut-être issus de deux institutions différentes, avec des individus qui font la communication, qui sont intermédiaires entre ces deux groupes d'accompagnants, d'intervenants de nature différente. Le quatrième type de réseau que Claire Bidard a rencontré dans la population, c'est un réseau qui, vous pouvez le voir, est beaucoup plus fragmenté. Elle l'a appelé segmented. C'est un réseau dans lequel il n'y a pas du tout de personnes centrales. Il n'y a pas de conjoint, il n'y a pas d'aidant naturel. Et on se retrouve avec des composantes qui sont complètement déconnectées les unes des autres. Et ces composantes sont de tailles différentes. Vous avez ici un groupe de 2. Là, vous avez un groupe de 4. Là, alors je ne compte pas, mais vous avez bien une dizaine de personnes qui sont toutes plus ou moins connectées entre elles. Donc, la densité est quand même élevée dans certaines parties du réseau ou alors tout à fait nulle dans d'autres parties, puisqu'ici, on a des personnes qui ne se connaissent pas, qui sont connectées à personne dans le reste du réseau. La seule personne qui les connaît, en fait, c'est l'individu au centre du réseau qui n'est pas représenté sur ce graphe. Je ne vous présente pas les deux autres types de réseaux. Ici, ce sont les 4 principaux, mais voilà donc les 4 types de réseaux que Claire Bidard a rencontrés en grande partie dans la population française. Ça peut avoir une structure de réseau ou une autre peut avoir des implications si jamais vous avez un besoin aigu. Imaginez, vous vous cassez la jambe, il faut mobiliser quelqu'un dans votre réseau. Bien, c'est plus facile s'il y a cette personne centrale qui peut vous soulager et faire la communication entre différentes personnes à mobiliser. C'est plus compliqué dans une situation comme celle-ci où les composantes sont vraiment déconnectées les unes des autres et où il n'y a que vous, la personne centrale, qui faites le lien entre les deux. Alors, on a investigué la structure des réseaux des usagers de notre service et on s'est rendu compte en fait qu'on avait énormément de réseaux qui étaient du type segmented. Donc, vraiment,
de cette nature-ci. On a par exemple ici le réseau d'une personne. Vous voyez, il y a une première composante qui est déconnectée, une seconde composante également très dense puisque tout le monde est connecté au sein de ce sous-groupe. Et puis ici, vous avez deux personnes qui sont connectées entre elles, ce qu'on appelle une dyade, et puis deux personnes qui sont tout à fait isolées, que seul l'usager peut mobiliser lui-même si il a besoin d'aide. Donc, on a une partie importante de nos réseaux qui ressemble à ça. Et puis, on a aussi une autre partie des réseaux de nos usagers qui sont aussi segmentés, mais de manière encore plus importante. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des sous-groupes plus petits, où il y a encore moins de connexion entre les personnes. Vous voyez ici, vous avez une chaîne. Il n'y a que cette personne-là qui peut aller rechercher deux autres individus en cas de besoin. Et toujours, dans un nombre plus ou moins important, des personnes isolées. Et puis, on a une petite portion de notre échantillon, je veux dire des usagers qu'on a rencontrés, qui ont des réseaux en fait tout à fait déconnectés, où eux seuls sont capables en fait d'aller mobiliser les personnes qui les entourent s'ils en ont besoin. Voilà, donc on a une structure en fait qui est un peu différente de la population générale, pour l'appeler comme ça, chez nos usagers de service. Je complète Pablo en disant que c'est une cinquième raison pour laquelle il vaut mieux s'intéresser au réseau de nos usagers, non plus seulement sur le point de leur composition, mais aussi de leur architecture, puisque la façon dont les gens sont connectés entre eux va faciliter la mobilisation de l'aide ou la rendre plus compliquée. Et donc, la structure d'un réseau peut être un point de travail avec nos usagers. Ceci m'amène au dispositif Egonet, le cœur de notre présentation. Quelle est du coup l'intervention que nous avons élaborée ici à Bruxelles? Donc, c'est une intervention qui est basée sur un dispositif informatique. Voici à quoi elle ressemble. Vous avez deux outils. La première qui est basée sur une tablette ou sur un ordinateur et qui contient une application qu'on appelle Network Canvas. C'est cette application qui vous permet en fait de réaliser la carte du réseau de support social de vos bénéficiaires, qui, une fois qu'elle a été envoyée à nos serveurs, peut être affichée sur la page web d'Egonet et être bien customisable, imprimable, peut être lu pour être discuté, comme vous voyez ici, avec vos collègues sur d'éventuelles choses à mettre en place, avec le bénéficiaire également. Donc, le dispositif d'Egonet, deux composantes informatiques, un ordinateur, une tablette qui contient l'application Network Canvas et une page web qui vous permet de lire, customiser, imprimer la carte réseau que vous avez préalablement cartographiée ici. Alors, l'intervention se déroule du coup en deux entretiens avec l'usager. Le premier, qui sert à cartographier le réseau de support social grâce à Network Canvas, et vous allez vous retrouver avec ceci. Ceci est un exemple fictif de réseau que l'on peut collecter sur Network Canvas. Vous avez l'usager qui est au centre, ici représenté dans la pastille rose. Puis vous avez quatre niveaux, trois cercles, mais 4 niveaux, le fond d'écran en étant un, qui vous permettent de placer en fait les membres du réseau autour de l'usager. Donc, c'est l'usager, bien sûr, qui place les membres de son réseau autour de lui et qui dessine les liens de communication entre ces personnes. On peut voir, par exemple, ici, dans ce réseau, l'usager qui a les parents, un frère et sa compagne qui sont vraiment, pour lui, les personnes les plus importantes puisqu'il les a placées très proches de lui sur sa carte réseau, ainsi que son infirmier référent. Ça, c'est le produit fini du premier entretien. Et suite à ce premier entretien, on peut en avoir un second, ou même d'autres, basé cette fois-ci sur l'application, la page web de feedback. Cet entretien peut avoir lieu avec vos collègues en équipe et avec l'usager. Et l'idée ici est d'utiliser divers indicateurs qui sont présents sur la page web pour pouvoir enrichir la discussion autour des éléments à travailler dans le réseau. Alors, je vous présente deux petites choses qu'on trouve sur notre page web. La première, c'est la liste des membres du réseau. Et donc, ces personnes sont
classés, je vais dire, en 2 tableaux. Vous avez un premier tableau où on a répertorié l'ensemble des individus identifiés comme étant des proches. Et puis, dans un second tableau, tous les individus étant classifiés, répertoriés comme des intervenants du secteur social, du secteur médical, du secteur de la santé mentale. Et toutes les informations relatives à ces personnes sont présentées dans le tableau. Donc, par exemple, est-ce que cette personne est mobilisable en cas de crise, de besoin urgent? Aux yeux de Ego, aux yeux de notre bénéficiaire, quelle est l'importance de cette personne? Quelle est l'importance de l'aide qu'elle fournit? Qui est-elle, évidemment? Où est-ce que, dans le cas des intervenants, où est-ce que le bénéficiaire la rencontre le plus souvent? Et puis surtout, information précieuse, dans quel domaine d'aide ces individus sont-ils actifs? On a mis des petits logos, vous verrez ça un petit peu plus en détail par après. Un deuxième élément qu'on trouve sur notre page web de feedback, c'est le réseau. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'il est customisable, donc vous le collectez pendant la première séance sous cette forme-là. Il apparaît sur la page web sous la même forme de cette cible, mais il y a aussi possibilité en fait de changer la disposition des individus, de colorer les sphères, de changer leur forme pour mettre certaines caractéristiques du réseau en avant. Alors par exemple, dans cet exemple-ci, on a utilisé le style Kamada Kawaii, qui est un style qui va mettre au centre de l'image la personne centrale. Donc un petit peu comme les réseaux de Claire Bidard, je reviens sur ce que je disais. Vous voyez, la personne centrale ici, voilà, on la met aussi en avant sur notre page web. J'y arrive, avec cette disposition qu'on appelle Kamada Kawaii. On a fait varier les formes des membres des réseaux pour mettre en avant leur type. Est-ce que c'est un proche ou un professionnel? Donc, on peut voir ici que les proches sont devenus des ronds et les professionnels sont devenus des carrés. Et puis, on a mis en couleur les personnes qui étaient mobilisables en cas de crise. Donc, ce sont toutes les personnes qui ont pris la couleur orange. Voilà, quelques petites caractéristiques que vous pouvez utiliser pour rendre cette carte réseau un peu plus parlante. Il y a plusieurs dispositions. Voilà, donc ici un exemple de réseau. Voilà, j'aurais aimé vous demander ce que vous voyez, mais donc vous voyez ici on a une grosse composante très dense, assez connectée, avec une fille ici, qui est la fille, j'imagine, du bénéficiaire qui est en position d'intermédiarité, qui est intermédiaire avec une autre composante ici dans les proches. On voit qu'il y a une petite composante ici, un trio au niveau des intervenants. Et puis, il y a des amis dont seul l'individu est capable d'entretenir la relation. Ce même réseau, le voici dans les autres layouts, les autres dispositions que je mentionnais tout à l'heure. Donc, vous avez le Kamada Kawaii avec la personne qui est la plus centrale au centre de l'image. Vous avez une autre disposition, Fruchtermine Reingold, le nom est compliqué, mais qui a plutôt tendance à mettre en évidence les composantes, les sous-groupes au sein du réseau. Et puis, vous avez le layout qu'on appelle en cible, qui en fait va simplement placer tous les membres du réseau sur un cercle pour mettre en évidence, pour attirer votre œil en fait sur les liens présents ou absents entre les différents individus. Voilà, je vais repasser la parole à Pablo, mais une petite chose que je voulais dire par rapport à tout ça, c'est que cette page web, elle a pour but de vous présenter l'information sous divers formats afin d'enrichir en fait la discussion autour du réseau. Il n'y a pas de visée normative, on n'affirme pas qu'il faut des liens entre tout le monde ou qu'il faut des liens entre personnes. C'est à vous en fait d'interpréter l'information qui se trouve sur la page web pour pouvoir mettre des choses en place. Mais il n'y a pas de but manichéen ou normatif derrière ces graphes et les informations que l'on renvoie. Voilà Pablo, je te laisse reprendre la parole. Merci Hélène, et je vais donc reprendre aussi la main sur la présentation. Voilà. Pour terminer donc notre partie de présentation, je voulais montrer quelques résultats de l'étude que nous avons réalisée en même temps que nous développions l'application.
Pour être tout à fait sincère avec vous, hein, l'intervention n'est pas encore validée sur le plan de l'évaluation de cette intervention. On n'a pas encore eu l'occasion d'avoir, déjà on n'a pas eu l'occasion d'avoir des moyens pour évaluer sa mise en application, mais on n'a pas encore suffisamment de recul, je dirais, dans des milieux, des contextes différents d'utilisation de cet outil pour pouvoir en faire une évaluation en termes d'efficacité, donc en termes de permettre aux personnes concernées une meilleure intégration, réintégration sociale. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on est fort intéressé de pouvoir présenter ceci à des intervenants divers et variés qui peut-être, comme c'est le cas des témoignages qu'on va entendre en deuxième partie du webinaire, peut-être vont se saisir de cet outil pour le mettre en œuvre, parce que ça, c'est la partie maintenant qui nous intéresse énormément. Mais en tout cas, pendant qu'on développait l'intervention, on a essayé d'évaluer un certain nombre d'aspects de sa mise en œuvre, de son implémentation. Pour les personnes intéressées, on a publié un article dans le International Journal of Social Psychiatry qui présente ce qu'on vient de vous présenter maintenant, qui présente le dispositif et puis qui présente ces quelques résultats. Alors, je vais vous les résumer, je ne vais pas vous ennuyer longtemps là-dessus, mais je pense que ça permettra d'ouvrir aussi la discussion et puis d'ouvrir la discussion avec les intervenants qui vont présenter leur expérience de terrain ensuite. Lorsqu'on a réalisé quand on a développé cette intervention, on l'a fait en partenariat avec un ensemble de soignants, principalement dans des hôpitaux psychiatriques, mais aussi dans un certain nombre d'institutions ambulatoires. On en a évidemment profité pour essayer de voir quels étaient leurs regards, leur point de vue sur l'intervention. Et on a quelques résultats qui sont quand même assez interpellants. Premièrement, tout le monde, 100% des intervenants, pensent que c'est totalement pertinent de s'intéresser au réseau de support social des bénéficiaires. Et la plupart des intervenants qui ont donc été amenés à expérimenter l'outil pensent qu'il est intéressant d'inviter les bénéficiaires à cartographier le réseau. Vous voyez, on est à 97%, donc c'est un taux extrêmement élevé. Ceci dit, on voit que le taux d'intérêt ou le taux d'accord tend à diminuer en ce qui concerne le maintien de l'utilisation de l'outil. Après la fin de la période expérimentale, on n'est plus qu'à 66%, 2/3 des intervenants qui répondent cela. Et c'est pour une raison relativement simple, c'est que les intervenants pensent que s'il est tout à fait pertinent de s'intéresser au réseau de support social et que l'utilisation de l'outil Egonet apporte des bénéfices, vous voyez que le score entre 0 et 10 pour ce qui est des bénéfices est de 6,3. La plupart des intervenants ont aussi pensé que cela a amené une charge de travail supplémentaire qui est pratiquement au même niveau que le score accordé aux bénéfices. Donc, on doit faire amende honorable. L'outil reste pour l'instant quelque chose, Hélène vous l'a expliqué, il faut au moins un entretien de 30 à 45 minutes pour pouvoir collecter les informations. Ça peut durer un peu plus longtemps si on prend cette occasion pour discuter avec la personne, la faire parler de sa situation sociale. Il faut un deuxième entretien pour revenir avec ces informations, pour pouvoir en parler avec l'usager ou l'usagère. Parfois, il faut, entre ces deux sessions, il faut avoir une réunion d'équipe pour en parler en équipe. Donc, ça prend quand même beaucoup de temps et je disais donc, on doit faire amende honorable, on devrait arriver à développer quelque chose qui serait encore plus rapide. Mais bon, voilà, c'est l'état de développement dans lequel nous nous trouvons actuellement. Il faut quand même remarquer que
Ce graphique illustre en fait le niveau de satisfaction, un petit élément qu'on n'a pas précisé, mais on aura l'occasion. Donc, peut-être Estelle, vous en direz un mot, mais on va donner une session de mise en pratique de ces interventions dans quelques semaines. Et on sera d'ailleurs à cette occasion en présentiel chez vous, Ali. Donc, on n'a pas précisé, on n'est pas rentré dans tous les détails, mais pour l'instant, dans le dispositif, on pose quelques questions aux usagers, aux bénéficiaires, avant de réaliser l'exercice par rapport à leur niveau de satisfaction en ce qui concerne le support qu'ils reçoivent et le réseau de support social qu'ils ont. Et on repose les mêmes questions à la fin de l'intervention quand la cartographie a été réalisée. Et on a pu mesurer que le fait de réaliser cette cartographie entraîne une augmentation de la satisfaction des usagers par rapport à leur réseau de support social. Ce n'est pas un effet très important numériquement, mais c'est un effet qui est significatif. Enfin, on voulait vous donner quelques avis de bénéficiaires. Alors ça, ce sont les avis que nous avons collectés dans la phase expérimentale. Depuis lors, Hélène a eu l'occasion de faire passer l'intervention à d'autres bénéficiaires et je crois qu'il y a encore beaucoup de matériel qui ressort de tout cela. Donc peut-être dans la discussion qu'on aura avec vous ensuite, on pourra un peu en parler. Mais quelques avis marquants que nous avons entendus dans cette première phase expérimentale. Une personne qui nous disait, en constatant qu'il y avait très peu d'individus dans son réseau de support social, qui nous disait il n'y a personne, je me sens si triste. Et donc déjà, cet avis nous permet de voir que réaliser son sociogramme n'est pas quelque chose d'anodin sur le plan émotionnel. Et donc, c'est important que ça s'inscrive bien dans une pratique encadrée par des professionnels qui sont capables de gérer la situation émotionnelle des personnes au moment de la réalisation de l'exercice. Une autre personne qui nous disait, pour l'instant, je vois qu'il y a beaucoup de gens comme les narcotiques anonymes, l'hôpital, la psychologue, le psychiatre. S'il y avait moins de professionnels, ça voudrait dire que je vais mieux. Je voudrais avoir plus de contacts. Je vais amener mon sociogramme chez la psychologue pour travailler ça avec elle. Et donc ça, c'est aussi un témoignage qui est intéressant parce qu'il témoigne de la prise de conscience de la personne sur la qualité de son réseau de support social et sur l'intérêt de travailler cette dimension dans son parcours de traitement, d'accompagnement. Un troisième témoignage intéressant, c'est la personne qui nous a dit « Je me suis rendu compte que c'est moi qui dois entrer en contact avec les gens. Quand je ne vais pas bien, j'ai tendance à m'isoler. » Et ce témoignage, qui est un simple témoignage, une expérience, un exemple, en fait, est tout à fait consistant avec des études qui semblent montrer que chez les personnes qui ont des problèmes psychiatriques, des changements interviennent au niveau du réseau de support social avant la survenue d'un épisode de crise. Et ça, pour nous, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant parce que ça veut dire que si on avait plus d'interactions et plus de moyens de monitorer, surveiller, d'avoir plus de connaissances sur le réseau de support social des individus, sans doute que c'est quelque chose qui pourrait aussi être utilisé comme un outil de prévention par rapport à des épisodes de crise. Enfin, un quatrième témoignage intéressant, c'est la personne qui nous a dit « C'est difficile de placer les gens dans des cercles, c'est bizarre, on doit faire comme une hiérarchie entre les personnes, c'est une charge émotionnelle, on doit remettre de l'ordre dans sa tête. » Je ne ferai pas de commentaire sur ce témoignage, je trouve qu'il est parlant à plusieurs niveaux. Voilà, c'est ici que s'achève la présentation, on va dire, plus théorique de l'outil Egonet. On insiste sur le fait que le dispositif Egonet est totalement prêt à l'emploi et que si certaines personnes parmi vous sont intéressées de le mettre en œuvre, eh bien vous avez déjà d'autres collègues qui ont décidé de le tester. Comme je vous disais tout à l'heure, nous sommes en attente que des acteurs de divers milieux, de divers secteurs l'utilisent pour
nous apprendre aussi comment cet outil peut être utilement mis en place et dans les contextes dans lesquels il peut s'insérer. On a vu que les professionnels soulignent que c'est un effort important pour en obtenir le bénéfice. Donc, malgré tout, on est honnête, on insiste sur le fait qu'il faut savoir que ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire toujours de la manière la plus aisée. Mais en tout cas, nous sommes prêts à vous accompagner par rapport à ça. Et puis, on voit donc que les bénéfices sont présents tant du côté des professionnels que des bénéficiaires quand on prend le temps de mettre l'intervention en place. Voilà, je vais m'arrêter ici et nous serons très heureux. Je vois qu'il y a encore une slide. Oui, bon, voilà, pour l'instant, l'intervention a été utilisée de manière relativement limitée. C'est pour ça qu'on est aussi intéressé à ce qu'elle soit utilisée de manière plus large. Ça nous permettra peut-être de l'évaluer à un moment donné. Voilà, Hélène et moi, nous sommes maintenant à votre disposition pour écouter vos commentaires et répondre à vos questions éventuelles. Je vous remercie de votre attention.